Erev Tov, bonsoir. On voit que Pessah rapproche, n'est-ce pas? On est épuisé, j'aime bien le pont. On appelle la transitivité. Elle prépare et nous on va devoir manger, vous imaginez un petit peu. Et on brille aussi. D'accord. On fait partie du même club, alors je vois. La thématique donc, que nous allons aborder ce soir, c'est la jalousie dans la fratrie. Alors bien sûr, quand on arrive sur un thème de ce type, on a tous en tête, en premier lieu, l'idée de nos enfants qui se disputent, mais on va peut-être quand même élargir le sujet et voir que la jalousie dans la fratrie, c'est pas nécessairement quand les enfants sont petits, ni même quand ils sont préadolescents, ni même quand ils sont adolescents. La jalousie dans la fratrie, au fond, c'est une histoire qui peut traverser toute une vie, et on va essayer quand même aussi d'aborder ces différents points. Commençons d'abord par des histoires de Torah. Alors, je sais que la plupart du temps, dans les cours, j'ai fort peu de temps, et il y a tellement de choses à dire que on n'a pas toujours l'occasion de voir où les enseignements prennent leur source. Mais là, en l'occurrence, pour la jalousie, on va s'arrêter un tout petit instant et voir, puisqu'on a des textes quand même très clairs qui nous parlent de jalousie. En effet, l'histoire du peuple juif commence avec une histoire de jalousie, Yosef et ses frères, et l'histoire de l'humanité commence aussi avec une histoire de jalousie, l'histoire de Caïn et de Abel, Caïn et Abel, et on va voir que ça va avoir des incidences quand même extrêmement intéressantes. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet en tant que tel, arrêtons-nous sur ces deux histoires et voyons un petit peu qu'est-ce qu'on en tire. D'abord, l'histoire de Caïn et de Abel, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Eh bien, Caïn donc invente le korban, il invente le concept de l'offrande. Caïn, en effet, dit le texte, va amener une offrande, traduit différemment. Caïn invente cette idée que, en renonçant à quelque chose qui est à nous, on peut se rapprocher de l'autre. C'est ça le principe d'offrir. Il y a un portable qui portabilise. Caïn invente cette idée que, en renonçant à quelque chose qui est à soi, eh bien, on se rapproche de celui vers lequel on apporte les choses. Et donc, il invente le korban. Il est celui donc qui va amener cette offrande à Dieu. Son frère Ével va l'imiter, c'est un imitateur. Et le texte nous dit que Dieu se tourne vers l'offrande de Ével, son petit frère, et donc Caïn le vit extrêmement mal. Et donc, que se passe-t-il derrière? Eh bien, il y a ici le premier meurtre de l'histoire. Caïn va tuer son frère. Il y a un développement passionnant à faire sur ça, parce que les enjeux sont bien au-delà de juste une jalousie dans la fratrie. On est à l'aube de l'humanité. Il y a un midrash très intéressant qui dit que cette histoire a lieu le soir de Pessah, alors que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au fond, de la même manière que Pessah, c'est le point de départ d'une histoire, eh bien, c'était l'enjeu du point de départ de l'histoire qui se jouait entre les deux. Mais, si on prend les choses à un niveau plus basique, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Caïn ne supporte pas l'attitude qu'a Dieu vis-à-vis de son frère. C'est-à-dire, il considère que c'est pas comme ça que ça aurait dû être. Et on pose ici donc déjà le premier point qu'on va revenir vers tout à l'heure, sur lequel on va revenir, pardonnez-moi, tout à l'heure. C'est que dans la jalousie, bien sûr, il y a dans le point central de la jalousie, il y a la figure du parent, la figure du père, la figure de la mère, et la manière dont l'enfant se sent perçu dans le regard des parents, à travers la manière dont le parent regarde l'autre. C'est-à-dire que Caïn n'a pas vu ici que Dieu se tourne aussi vers lui, il est prêt à se tourner aussi vers lui, mais il a vu que Dieu se tournait d'abord vers Ével. Et donc à partir de cela, il a voulu en tirer des conséquences. Il s'est dit donc ça veut dire, et ça c'est pas supportable. On reviendra là-dessus si vous le voulez par la suite. On a aussi dans l'histoire de Yosef,
c'est la même chose. À aucun moment la Torah nous parle des frères de Yosef comme étant des enfants qui sont malmenés, des enfants qui n'ont pas de droit. Seulement, il y a ici comme une forme de préférence, et c'est celle-ci qui dérange. Mais au fond, en quoi le regard différent que le père porte sur Yosef dérange-t-il ton confort? On aurait pu imaginer la jalousie si l'autre a ce que tu n'as pas, et ce que tu n'as pas est un manque. Or, a priori, il n'y a pas de manque. À aucun moment, on a l'impression que le père regarde moins ses autres fils. Mais il le regarde différemment, ce Yosef. Eh bien, c'est pas supportable. Sur la base de ces deux enseignements, je voudrais commencer donc ma réflexion avec vous. Lorsqu'un enfant paraît, il apparaît dans une famille, et pendant tout un moment de son existence, eh bien, il va y avoir un regard un petit peu focal de ses parents sur lui. Soit parce que c'est l'aîné, et donc il est le seul, il est celui qui a transformé cet homme et cette femme en père et mère, c'est énorme. L'aîné, il a une responsabilité incroyable, c'est qu'il nous a transformés. Il a fait que, brusquement, nous sommes au même niveau que nos propres parents. Parce que nous étions couple, ils sont couple, mais ils sont parents. Et puis maintenant, avec ma naissance, l'aîné, garçon ou fille, il n'y a aucune différence, j'ai fait qu'ils sont en face à face avec leurs propres parents. C'est énorme. Et puis chaque enfant, en quelque temps en tout cas, il y a une focale sur lui. Il est le nouveau, il est différent des autres, puisque encore bébé. Et puis à un moment, l'enfant va se retrouver à l'intérieur d'un système. Et dès le moment où je me retrouve dans un système, je me pose systématiquement une question, c'est quelle est ma place? Quelle est la place que j'ai à l'intérieur de ce système? Et l'enfant va chercher par tous les moyens à vérifier de manière permanente qu'il a une place, et il va vouloir savoir de quelle manière le parent l'aime, et il sera donc dans des études comparatives pour faire des déductions qui, au fond, sont généralement totalement subjectives. Ça veut dire que l'enjeu numéro un pour nous parents est avant tout de savoir le besoin que l'enfant a d'être rassuré de manière récurrente sur la place qu'il occupe, et que c'est peut-être ça l'essentiel de ce qui construit l'équilibre d'une famille. Ce qui construit l'équilibre dans une famille, c'est que chacun sache qu'il a une dimension particulière et unique. Vous savez, c'est très intéressant, parce que dans la Torah, vous constaterez qu'à aucun moment, on ne parle de parents. On parle de la mère, on parle du père, on parle du père, on parle de la mère, on parle de notre voix tous les deux, mais le terme de parent n'existe pas. Vous ne voyez pas le mot de horim. On ne le voit pas. Dans la fameuse histoire de ce que l'on appelle l'enfant dévoyé et rebelle, le Ben Sorer ou Moré, eh bien, on parle de Tasubo Aviv Veimo, son père et sa mère le prennent. On parle chaque fois du père et de la mère et du père, ensemble. Mais à aucun moment on ne dit pas le Tasubo Horav, ses parents. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si à un moment je dis qu'on s'appelle des parents, il y a une forme de dépersonnification qui existe. Je suis un parent, non, je suis le père, tu es la mère. Et en plus, j'ai un prénom, tu as un prénom, chacun d'entre nous. Il en est de même pour l'enfant. L'équilibre d'une famille, c'est donc savoir que j'ai une place unique. Et l'enfant est en doute dès le moment où il voit une attitude qui semblerait lui montrer qu'il n'a plus de place. La jalousie commence d'abord par le besoin que nous, parents, signifions à nos enfants qu'ils ont une place. Point de départ. On va voir par la suite la problématique de la jalousie qui existe même lorsqu'on sait qu'on a une place, mais ça va être le point de départ. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, on va faire la même chose que ce que l'on fait dans notre couple. C'est-à-dire, on va dire à l'autre qu'il a une place. On va le lui exprimer. On va adapter, bien sûr, notre langage à l'enfant
Lorsqu'on est dans un couple, eh bien, on dit des mots qui montrent à l'autre qu'il est ou quelle est la personne la plus importante du monde. Chaque fois que je pense à toi, mon cœur bondit. Enfin, je sais pas. Oui, c'est des mots, c'est pas juste dans les livres. Alors bien sûr, si vous faites un copier-coller de ce que vous avez vu dans les films, c'est un peu moyen. Hein. Mais à chacun d'entre nous d'être capable d'inventer les phrases qui montrent à l'autre qu'il est totalement unique. Comment l'autre est totalement unique? Parce que les mots que je te dis, je ne pourrais jamais les dire à un tiers. Il n'y a qu'à toi que je peux les dire. De la même manière, l'enfant doit entendre ces mots. Alors, ça donne quoi? Ça donne... qu'est-ce que je suis content d'être le papa d'un petit garçon aussi sympathique que toi? Qu'est-ce que ça me fait plaisir quand je te vois arriver, ma petite fille chérie, adorée, que sais-je? Je me rappelle quand t'es né, pour moi, c'était comme un rayon de lumière. Allez-y, lâchez-vous. Si on a fait de la poésie, c'est pour ça. Hein. C'est pour savoir réinventer une parole, alors chacun avec son langage. On n'est pas obligé de sortir Ronsard et autres. On peut être dans les mots très simples. Mais l'enfant a besoin d'entendre qu'on lui signifie qu'il est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il n'y ait pas derrière une demande. Qu'on le lui dise, comme on dit, pour du beurre. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tout simplement, j'ai envie que tu le saches. Sans plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place de manière récurrente. Ça me fait tellement plaisir quand tu m'appelles. Je suis tellement content de toutes ces choses-là qui montrent qu'il y a quelque chose de personnel, il y a une relation entre toi et moi, unique. Et d'ailleurs, souvent, les enfants disent « Ouais, d'accord, tu dis ça, mais... » On va dire « Pas du tout. Je le dis et je le pense. » Ou alors, dans ce cas-là, pourquoi l'autre jour tu m'as crié? Attends. C'est une autre histoire. C'est parce que tu es la personne la plus importante du monde à mes yeux, que je t'aime profondément, que pour autant, quand tu fais des bêtises, je n'ai pas le droit de te faire une remarque. Mais l'un n'est pas l'opposé à l'autre. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que pour ne pas rentrer dans le point de départ des jalousies, il faut d'abord se poser la question du temps que l'on passe pour que chaque enfant sache qu'il a une place unique. Et que c'est quelque chose dont il est au courant. Et pour être au courant de quelque chose, il faut passer par le verbe. Il faut passer par le verbe. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez faire un moment pour quelqu'un, un enfant, on va dire, un plat qu'il aime. D'accord? Et vous allez... Voilà, ça va plus de la même manière. Hein. Vous allez faire un moment... Je peux parler comme ça, hein? Oui. Non, mais ça va. Vous voyez, votre force, vous vous levez, ça marche. Donc, vous allez faire un moment pour un enfant un plat qu'il aime. Ça va arriver de temps à autre. Alors, on va dire, on va lui faire un plat qu'il aime. Il est content. Non, il faut l'accompagner. C'est quoi le meilleur assaisonnement? Voici le gâteau au chocolat pour l'enfant le plus extraordinaire qui soit ou pour l'enfant le plus simple. Vous rajoutez. Vous rajoutez parce que c'est cette partie-là, au fond, qui est la plus importante. C'est cette dimension-là qui va nourrir et qui sait que j'existe et que j'ai une place. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres cours, mais ici, pour la jalousie, c'est fondateur. Donc ça, déjà, c'est un premier travail. Et ne lésinez pas sur les mots. Ne lésinez pas sur les mots. On ne peut pas s'imaginer ô combien les mots rassurent, nourrissent, apaisent, tranquillisent, énergisent. On est dans un univers dans lequel on échange des milliards de SMS, des milliards de messages, mais ces mots-là, on oublie de les dire. Et ils sont fondamentaux. Une fois qu'on fait ce travail, de part et d'autre, et c'est pas simple parce que parfois, il est difficile de dire des mots que nous-mêmes, nous n'avons jamais entendus.
Il est difficile de dire des mots qui nous renvoient des blessures de ce qu'on aurait rêvé d'entendre et qu'on n'a jamais entendu nous-mêmes. Oui, c'est pas simple. On a parfois un conjoint qui voudrait dire, mais qui ne peut pas dire, parce que dire, ça voudrait dire que c'est nécessaire, mais lui-même, il a réussi à créer son armure pour se protéger de la souffrance de ne jamais entendre ces mots-là. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est adulte. En acceptant de vivre la souffrance d'un passé qui a été conjugué à l'imparfait. C'est vrai. En acceptant cette souffrance d'un passé que l'on a conjugué à l'imparfait. C'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on... Oui, en effet, j'aurais tellement aimé entendre ces mots de la part de mon père, de ma mère, que sais-je, mais je n'ai jamais entendu. Ils ont oublié de les dire, ils n'ont pas voulu les dire. Ben, ok, et alors? Ça fait mal de s'entendre dire des choses qu'on aurait rêvé entendre, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix. On veut construire nos enfants. Et donc c'est parfois une forme d'arrachement qu'on est obligé de mettre en place par rapport à un passé, mais on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Je le dis de manière impérative, hein. Sinon on pourrait utiliser toutes les techniques à côté, ça ne marchera pas. La nourriture essentielle de l'enfant, c'est les mots qu'on lui donne. Le reste, c'est technique. Le reste, c'est des biscuits, c'est des protéines, c'est des lipides, c'est des nutriments, ça se trouve partout. Vos mots, personne d'autre ne peut les dire parce qu'il a besoin de les entendre de vous en tant que parent. Si d'autres les lui disent, alors il se nourrirait un peu, mais ce sont des ersatz. Parce que l'élément essentiel qui donne du poids, qui donne une forme de densité aux mots, c'est celui qui est en train de les émettre, de tout ce qu'il représente pour eux. C'est de vous qu'il a besoin de les entendre. Faites-vous violence. Obligez-vous et ne demandez jamais à votre conjoint de faire le travail à votre place. Et si le conjoint n'arrive pas à le faire, alors soyez dans la capacité de faire les choses de manière double s'il le faut. Premier point. La jalousie maintenant, on va la retrouver donc dans les fratries. Et j'aime bien donner cet exemple. Vous savez, parfois il y a des enfants qui vont être très jaloux des nouveau-nés. Les phrases dans la série oh, « j'ai envie de tuer le bébé » sont des choses qu'on entend. Alors j'ai parfois des mamans, des papas qui m'appellent d'un air affolé, pensant que leur enfant est un Andru en puissance. Et en même temps, il a dit, c'est horrible, mais comment tu devrais l'aimer et tout. Moi, je les comprends parfaitement, ces enfants. Mais il y a un gêneur qui prend toute la place. Ben, si le gêneur disparaît, on règle tout, quoi. Il n'y a pas de volonté d'homicide là-dedans, dans leur tête. C'est une manière de dire, il prend trop de place. Alors, je vais dire tout simple, hein. Lorsqu'une maman rentre de la clinique, de l'hôpital, avec le nouveau bébé à la maison, si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, mais si on peut le faire, c'est quand même mieux. Eh bien, il faut faire en telle sorte que le bébé soit inexistant. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à la maison, surtout si les enfants sont là, avec le bébé dans les bras. Le bébé, c'est le père, c'est la belle-mère qui l'ont. Pourquoi? Parce que les enfants, ça fait déjà 3, 5, 7 jours qu'ils sont en manque de bras de leur mère. Leur mère, elle arrive, ils n'ont qu'un besoin, c'est de ses bras, et ses bras sont occupés par la concurrence. Attendez, c'est pas sympa. C'est-à-dire, non seulement ce tube digestif qui crie et qui dort nous a piqué notre mère pendant quelques jours, mais en plus, quand elle rentre, on ne peut même pas voir ses bisous parce que ses bras sont occupés par lui. Ça va pas. Donc déjà, premier point, c'est bien comprendre que l'enfant, c'est normal. Donc ça, c'est un petit truc là, que je vous donne. Alors si on est rentré avec le bébé à la maison, que les enfants n'ont pas pu sauter dans nos bras, c'est pas grave, hein. Tout ira bien. Mais c'est comme tout, si on peut éviter, c'est plus mieux. Et puis, on va rentrer donc dans l'univers de ce qu'on appelle les hyperfocalisations. On est là autour de l'enfant le plus jeune, soit le bébé, soit le petit bout de chou qui commence à faire ses pas, et qui est donc dans ses premières étapes d'existence, et tout le monde le regarde A, O, U, A, I, O. Il est là. Tous les regards sont portés sur lui.
il y a une forme de jalousie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me regarde? En première démarche, très simple, je vais faire des bêtises. Ça sera aussi A, O, I, O, U, mais avec moins de sourire. Ça sera la même chose. Là, on regarde. Donc, lorsqu'un enfant commence à faire des vraies bêtises, nous on pense tout de suite, il n'est pas gentil, il est méchant, pas du tout. On est dans une première étape de jalousie. Il est là, lui il ne peut plus dire, vous avez vu, je marche, il marche. Vous n'avez pas vu, je mange, ben, il mange. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Alors s'il est super équipé, éventuellement il pourra dire, j'ai que des 10 sur 10. Mais s'il n'est pas capable pour l'instant de vous faire des 10 sur 10 de manière constante, ben, il va bien falloir trouver un moyen. Donc comment je vais faire pour reconstruire ce regard? Ben, la manière la plus simple, c'est de faire des bêtises. Les bêtises chez les enfants sont souvent une manière d'exprimer une forme de jalousie par rapport à un regard particulier que l'on porte sur d'autres. Et donc souvent les parents disent « Oui, depuis qu'il y a un nouvel enfant, depuis là, alors, ben oui. » Il prend trop de place et ils ont l'impression qu'il n'y a plus de regard sur eux. Donc déjà, pas d'hyperfocalisation. On applaudit les pas qu'il va faire parce que ça lui donne les énergies pour en faire d'autres, et puis on passe à autre chose. Si chaque fois que l'enfant entend sa mère parler au téléphone, elle dit « Ah, est au courant, le petit Yitzhak est bien nanani, et le petit Yitzhak ou la petite Sarah Il dit « Oh, et moi ?» Il ne faut pas croire, hein, mais ils l'entendent, et on s'émerveille, et les photos, et le machin, etc. C'est normal qu'il ne soit pas content. Vous savez, c'est comme dans un couple, hein, à chaque fois que vous parlez, et tu sais, mon frère, et mon frère, et mon frère, et mon frère, ben, il est moi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas empêcher l'enfant de... Il va falloir que vous leviez de nouveau. On ne peut pas empêcher l'enfant d'avoir cette réaction. Non. Quand je tape, ça marche. Je peux vous faire ça en mort si vous voulez. Comment ça se fait? Quoi? Je propose qu'on fasse un investissement collectif sur un nouveau micro peut-être pour la prochaine fois. Parce qu'il nous fait souvent le coup. Hein. Non, ça marche pas mieux. Quoi? C'est un coup contact, je sais pas. Là, ça va mieux? Oui? Ah, c'est bon, Razak, merci beaucoup. Bon, écoutez, pour l'instant, ça donne. Donc, ça va être donc encore ce point-là. Donc, travail sur les problèmes d'hyperfocalisation. Maintenant, on va voir donc le problème des jalousies sur... Donc, est-ce que le premier point a été compris? Le second point aussi. Passons maintenant à un troisième point. Jalousie dans la fratrie, parce qu'immanquablement l'enfant verra qu'à un moment il y a des choses que d'autres ont et que lui n'a pas. Et là je vais rentrer dans ce que j'appellerais la théorie des carreaux de chocolat. Il y a des parents qui considèrent que pour qu'il n'y ait pas de jalousie, il faut peser les carreaux de chocolat. Symboliquement, ça veut dire quand un a quelque chose, l'autre doit avoir exactement la même chose. C'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit apprendre à s'habituer que dans la vie, ça ne sera pas l'égalité de manière permanente. Il y a un moment dans lequel tu auras, il y a un moment dans lequel l'autre aura. Il y a un moment dans lequel tu auras moins et l'autre aura plus. Et alors? Et alors? Lorsque les parents sont confrontés à des enfants qui sont jaloux parce qu'ils disent « il en a eu plus », eh bien, au lieu de dire « mais non », on va dire « tu as sûrement raison ». On ne peut pas sans arrêt donner exactement la même chose à tout le monde et c'est pas grave. Et nous, souvent, on est là et on se dit « mais non, c'est pas vrai, et toi aussi, et lui aussi, et tu vois… » Je dis « non, non, tu as raison. C'est sûr qu'il en a eu plus. Ah, c'est pas gentil. Pourquoi c'est pas gentil? Tu penses que je t'aime moins parce que tout simplement, à un moment, il a reçu plus? Eh bien, sache que non. Vous lui donnez des infos, parce que pour lui, ça signifie que. Vous lui dites, ben non, ça ne signifie pas que.
Ah, mais moi aussi je veux. Ah, ça je te comprends, moi aussi je veux plus. Mais c'est pas grave, ça serait une prochaine fois. On sort de l'idée de cette interprétation que quand je n'ai pas la même chose que l'autre, ça veut dire que j'aime qu'on m'aime moins. Et deuxièmement, on lui apprend que dans la vie, il y a des fois on aura plus, il y a des fois on aura moins, et alors? Alors que la plupart du temps, les parents, ils sont là en train de se défendre. Mais c'est vrai, je fais des différences. Et j'ai vu que le bisou que tu as donné à mon frère était légèrement plus appuyé que le mien, et que tu lui as gardé, tu lui as passé 2 fois la main sur l'épaule au moment où tu lui as dit ouais. Elle est où la limite? Et les chaussures que tu lui as achetées, elles étaient en solde, mais c'était des berlutis. Surtout, on va pouvoir après argumenter. Si on rentre là-dedans, ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que l'enfant a donné une dimension signifiante, inexacte, à ce qui est, au fond, une inégalité qui est bien réelle. Oui, en effet. On ne traite pas en permanence les enfants de manière égale. On n'arrive pas systématiquement à leur donner le même poids de chocolat. Alors, de manière très technique, pour les parents qui voient que les enfants, ouais, il a une part plus grande, vous savez, vous leur donnez un truc, il est imparable. C'est toi qui coupes et c'est moi qui distribue. Vous voulez avoir des parts exactes dans un gâteau? Vous demandez à un enfant de couper et vous demandez à l'autre de distribuer les parts. Comme ça, au moins, il n'y aura jamais de problème. Vous avez compris? Si c'est ça, tentez-le 1 ou 2 fois. Vous allez voir après, ils vont se calmer tout seuls. Ah, il n'y a pas de problème. T'as raison, je risque de faire beaucoup de preuves d'injustice. Toi, tu coupes et lui distribue. Comme ça, au moins, le problème, il est réglé. Mais c'est pour leur montrer qu'au fond, il n'y a pas d'enjeu. Ça ne veut rien dire. Parce que sinon, c'est toute la vie qu'ils vont être dans un principe d'interprétation. Parce que le problème ici, il est quoi? C'est pas maintenant. C'est que dans la vie, ils vont être capables de dire « Oui, au mariage de ma sœur, vous avez fait des bouquets de roses et d'orchidées, alors que chez nous, il n'y a eu que les roses. » C'est normal, ce n'était pas la saison des orchidées. Je ne sais même pas s'il y a des saisons d'ailleurs pour les orchidées au passage. Et donc, ça veut dire que... Ben, ça veut dire rien. Il y a son mariage, il y avait un batteur, un bassiste, un guitariste, un saxo, un clavier. Et chez moi, il y avait un batteur, un guitariste, un saxo et un clavier, mais il n'y avait pas de basse. Un orchestre de mariage sans bassiste, c'est dramatique. Comme tout le monde le sait, n'est-ce pas? Parce que, et ça veut rien dire. Mais vous savez que le problème des jalousies dans la fratrie d'adultes, ils ont démarré bien plus tôt. Parce que ils ont grandi dans un univers égalitaire, dans lequel on ne leur a pas appris qu'il y avait des différences. Donc on a toujours pesé les morceaux de chocolat. Donc ils sont toujours sur le même modèle. Si le morceau de chocolat n'a pas le même poids que l'autre, ça veut dire que tu me préfères ou que tu le préfères. Donc toute leur vie, ils vont être sur le même modèle. Il faut casser le modèle dès le début. Ce n'est pas signifiant. Point. Nous on dit, si on leur donne la même chose, ils ne seront pas jaloux, mais au contraire, tu construis le concept et pour toute leur vie. C'est exactement le contraire. Et les parents ne comprennent pas, ils disent, ouais, mais sans arrêt, ils sont en train de se disputer, alors qu'on fait tout pour que ça soit égal. Et quand je l'achète pour lui, je l'achète pour lui, et quand ça va sur, il a l'anniversaire, pour qu'il ne soit pas jaloux que l'autre, il a eu des cadeaux à son anniversaire, on lui donne des cadeaux de compensation. Enfin, le gars, c'est content, hein? Non. Donc ça, là c'est de l'ultra concret. Et tu es jaloux, t'as moins eu, mais je te comprends. Je te comprends. Ouais, c'est pas juste. Je sais pas si c'est pas juste, mais je serais à ta place, je serais pas content aussi parce que je préférais avoir 2 carreaux de chocolat plutôt que d'un. C'est vrai. Et alors? C'est un chinour qu'on fait passer ici. Et alors? Et alors? Et il faut que l'enfant puisse arriver à dire, ben, et moi aussi je veux. Ah mais tu auras aussi une autre fois, j'en suis sûr. Et là, s'il continue à aller, on va dire, tu penses que parce qu'il a eu un peu plus de chocolat que toi, ça veut dire que je l'aime plus? C'est là où ça va être intéressant.
Soit il dit oui. Elle dit, ben, tu vois, ça tombe bien que tu penses ça, parce que là, au moins, tu sais que là je vais te dire quelque chose, tu penses faux. Parce que ce n'est pas les carreaux de chocolat qui définissent l'amour que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Vous imaginez? Sinon, ça voudrait dire que c'est le nombre de carats qui définissent la relation amoureuse. On serait dans des modèles comparatifs permanents. Hein. Alors, s'il y en a qui vendent des pierres ici, pas de problème. Hein. Mais il faut bien comprendre que l'enjeu, il est à terme. Maintenant, on va passer sur le point qui est sans doute le plus important dans les problématiques de jalousie, c'est dans la relation particulière que nous avons avec l'enfant. Il faut accepter que même si nous aimons profondément nos enfants, nous n'avons pas les mêmes relations avec tous. Et c'est normal. Pardonnez-moi. Chacun de nos enfants est né à un moment particulier de notre vie et a une histoire. Et la relation que nous avons avec chacun de nos enfants n'est pas la même. Il y a des enfants avec lesquels nous nous sentons plus proches, avec lesquels nous avons plus de complicité parce qu'il y a une forme d'écho et de résonance particulière. Et il faut l'accepter. Le fait d'avoir une relation de proximité plus importante n'enlève en rien l'importance et la place qu'ont les enfants à nos yeux. Et ça, en tant que parents, nous devons l'accepter. Souvent, les parents se sentent mal de réaliser qu'ils se sentent plus proches d'un enfant que d'un autre. Mais c'est normal. Chaque enfant a son histoire. Se sentir plus proche ne veut pas dire pour autant que la personne ne compte pas autant que l'autre. Dans un monde de relations, il y a certaines personnes avec lesquelles il y a un écho particulier, il y a une résonance. Pour mille et une raisons. Une forme de complicité qui existe. Des intelligences qui se rejoignent. Et alors? Ça ne veut pas dire que pour autant les autres ne sont pas aussi importantes à nos yeux. Seulement, à un moment, il y a un lien particulier, et c'est comme ça. Ça, nous, en tant que parents, nous devons ne pas nous en vouloir de réaliser qu'à un moment, vis-à-vis des enfants, il y en a certains avec lesquels il y a plus d'écho qu'avec d'autres. Et ça ne dérange pas les enfants. Ça ne les dérange pas. Et vous savez pourquoi ça ne les dérange pas? Pour une raison très simple. C'est qu'au moment où nous sommes avec eux, nous sommes pleinement avec eux. Oui, en effet, je sais qu'à âge égal, et je parle de moi, eh bien, j'évoquerai certains sujets avec certains et pas avec d'autres. Parce que certains ont une maturité différente, ont une compréhension différente, ont une réflexion différente. Vous avez des enfants qui ont une pensée extrêmement dans la logique. L'autre qui, au contraire, ont des pensées qui sont très dans la dimension un peu plus de l'imaginaire. Et donc, certains sujets seront évoqués avec certains et pas avec d'autres. On sait que certains enfants, on ne peut pas leur parler de choses qui sont complexes parce que, au niveau émotionnel, ils ne sont pas équipés comme d'autres pour pouvoir les entendre avec distance. Alors pourquoi tu m'en parles pas? Mais parce que tu n'es pas équipé pour. Parce que tout simplement, alors que l'autre a une construction qui lui permet d'entendre les choses plus tranquillement. Et alors? C'est comme quand vous êtes dans une équipe, on échange certaines choses avec des personnes et pas avec d'autres. Par contre, si demain j'ai besoin de quelqu'un qui réfléchisse sur tel et tel sujet, alors je vais me tourner vers toi. Et je vous parle de choses extrêmement concrètes. Je l'ai vu avec mes maîtres. Qu'est-ce qui fait que quand on est élève, on n'est pas jaloux? Parce qu'on sait que sur certaines choses, on ne nous demandera jamais notre avis parce qu'on n'a pas l'équipement pour donner. On pourra dire des choses. Mais par contre, l'autre, lui, il est super équipé.
Par contre, sur certains points, Laura va dire, là j'ai besoin de ton avis à toi. Parce que toi, sur ce point-là, tu vas pouvoir me dire des choses intéressantes. Ah mais lui, c'est le meilleur de la classe, non. Sur d'autres choses, bien sûr. Mais pas là-dessus, là-dessus c'est toi. Et les enfants doivent le sentir. Les enfants doivent sentir qu'au fond, chacun d'entre eux, on va se tourner vers lui parce qu'il a une particularité, parce qu'on la connaît, cette particularité. Les enfants ne peuvent pas être jaloux dès lors qu'ils savent qu'ils ont une place unique, et c'est normal qu'ils aient une place unique, parce qu'ils sont uniques. Mais ça doit s'exprimer de manière concrète. Quand vous dites à un enfant, « Ah, encore que tu es là, parce que maintenant, tu vas pouvoir m'aider à ne pas faire trop de balagan quand je range les affaires », l'enfant se sent le phénix des eaux de ses bois. Alors que l'autre, on ne pourra jamais lui dire ça, parce que lui, il va être dans le balagan comme nous. Par contre, l'autre, on va lui dire, « Et dis-moi, tu pourrais pas m'imaginer un petit plan sur ça, un truc sympathique ?» Et là, il va nous faire un truc de... Il n'y a pas de jalousie. Parce que tout simplement, ils savent qu'on les voit chacun de manière particulière. Et je ne serai jamais jaloux qu'on demande à quelqu'un d'autre que moi de faire quelque chose dont au fond je ne suis pas véritablement capable. Je suis jaloux, pourquoi Laura ne m'a pas demandé à moi de m'occuper de la gestion des stocks? J'espère bien, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Au contraire, on est presque rassuré. Et ça, il faut le faire dans la famille. Que chaque enfant sente que sur un point particulier, c'est vers lui qu'on se tourne. Qu'on lui demande son avis. Et qu'il sente que donc, pour nous, il a sa génialité propre. Le clan d'Israël, c'est ça. Vous savez, il y a marqué, si ton maître ressemble, le Malach Hashem Tzvakot, un ange du Dieu des armées, alors prends-le comme maître. J'ai toujours posé la question, pourquoi il y a marqué Malach Hashem Tzvakot, un ange du Dieu des armées. C'est quoi une armée? Une armée qui fonctionne, c'est une armée dans laquelle il y a un chef d'armée qui est capable de faire en telle sorte que chacun donne le meilleur de lui-même là où il est,